C'est bon? Eh bien, parfait. Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde dédiée au thème des PPA et de la couverture des consommations. Ce matin, nous évoquions la décarbonation et donc, dans ce cadre, les PPA sont un outil de décarbonation incontestable. Mais comme on le mentionnait, la politique d'investissement et la décision d'achat se heurtent aussi à la question de la compétitivité de prix de ce type d'outils. Si en 2022 le contexte était favorable, la situation est un peu différente aujourd'hui. Alors le PPA, ce n'est pas non plus qu'un outil de décarbonation, c'est aussi un outil qui permet de couvrir ses consommations sur le long terme et de sécuriser un prix sur cette durée. Donc c'est aussi un outil pour se prémunir contre la volatilité des marchés, qui était également un thème importé ce matin. Effet positif de la situation peut-être un peu plus délicate aujourd'hui des PPA, c'est qu'elle a poussé les fournisseurs, les producteurs, les intervenants à faire montre de créativité et d'innovation pour proposer des solutions toujours plus innovantes et permettre à un cercle de consommateurs plus large d'avoir recours à ce type d'outils. Et donc, pour évoquer ces différents sujets et voir ensemble quel est l'état du marché, quelles sont les propositions, quels sont les avantages, les inconvénients, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi un panel d'experts et de talents. Alors, tout d'abord, Gladys Leclerc, vous êtes responsable énergie et finances au sein de la direction solutions durables et décarbonation de la banque LCL. Et à ce titre, vous pilotez notamment le développement de l'offre PPA avec un focus particulier sur le dispositif innovant des PPA multi-acheteurs. À votre gauche, Jérôme Beneux, qui est directeur achat, énergie, nouvelles et équipements au sein du groupement Les Mousquetaires. Je ne sais pas s'il est besoin de vous présenter, Monsieur Beneux, dans cette enceinte. Les Mousquetaires, c'est le 3e groupe de distribution, de grande distribution en France, avec une enseigne tous les 10 km et une consommation énergétique. Vous êtes à 2,5 TW en électricité et 0,7 TWh en gaz. À ma droite, j'ai tout d'abord Jean-Marc Proust. Vous êtes associé au cabinet GP Conseil. Vous êtes spécialisé en transition énergétique pour les collectivités locales. Et vous étiez précédemment en charge et en activité au sein de la FNCCR, où vous aviez piloté le groupe de travail achat d'énergie. Et puis vous êtes également, puisque vous êtes multicasquette, journaliste indépendant. Et on peut lire vos publications au sein de Slate, Marianne, Le Masque et la Plume. À votre droite, Alexis Buonanni, qui est directeur de Voltaire, fournisseur d'électricité verte à la fois à destination des entreprises et des acteurs publics. Alors Voltaire, vous êtes très fortement impliqué dans la promotion des énergies renouvelables pour le développer dans le mix de consommation de vos clients, à la fois au travers de la fourniture d'énergie verte, et puis également en intégrant les PPA dans leur consommation, et vous allez nous expliquer comment vous intervenez, notamment dans le cadre de PPA multi-acheteurs. Il y a un projet, je crois, dont vous nous parlerez plus longuement avec les ETI de Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, Hubert Roy, qui est responsable des marchés chez Green Access, qui est filiale d'un producteur français d'énergie renouvelable. Vous êtes depuis 20 ans, enfin Green Access, depuis 20 ans, conseille les producteurs dans la vente de leur production et des certificats associés, et vous conseillez à la fois les entreprises, donc les producteurs d'un côté, mais aussi les entreprises dans la décarbonation et leurs usages électriques. J'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous propose qu'on attaque tout de suite le cœur du sujet, et je vais laisser la parole d'une part à M. Buonanni et à M. Roy, pour, même si aujourd'hui les PPA sont assez connus, rappeler quelques concepts pour être sûr qu'on soit tous sur la même base de discussion. Oui, absolument. Merci Vincent pour cette présentation et cette introduction. Il nous semblait important de reprendre un petit peu le principe du PPA, puisque c'est un terme dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Et il est important de comprendre qu'il y a le PPA, mais il y a des PPA. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on reste sur un contrat sous seing privé entre deux acteurs qui vont décider des conditions d'un achat-vente de production, très généralement entre un producteur et un corporate, un consommateur. Et on l'a vu dernièrement aussi avec des entités publiques. Il y a un facteur assez simple pour distinguer les PPA, c'est la durée du contrat en fait, sur laquelle on va s'engager.
On va voir les contrats court terme plutôt à horizon de marché, donc des PPA où on va être sur 3-5 ans. Quand on est en direct avec un producteur, dans ces cas-là, les actifs qui seront éligibles à ce type de contrat du côté du producteur seront plutôt des actifs qu'on appelle brownfield, donc c'est-à-dire des actifs qui ont déjà un peu d'historique de vente de production et souvent des actifs qui vont sortir de contrats étatiques. C'est des contrats qui sont relativement simples à négocier, puisqu'on est sur un actif où finalement la logique d'investissement du producteur n'est plus présente et où en fait l'acheteur, lui, va se retrouver en concurrence avec le prix de marché. Donc il va falloir que les deux se mettent d'accord, surtout sur le niveau de prix versus ce qu'on voit aujourd'hui sur les horizons de 3 à 5 ans sur le marché. Et donc il y a un deuxième axe de contrat, c'est les contrats plus long terme, qu'on a beaucoup vu ces dernières années, ces derniers mois, où on va plutôt être sur du 10, 15, 20 ans. Donc là, on va être plutôt sur des projets greenfield, donc des projets neufs, nouveaux, et où là, en fait, la logique du producteur va vraiment être dans un coût d'investissement. Et la concurrence pour l'acheteur, ça sera via la creux, à savoir l'État, et donc potentiellement ce que le producteur peut avoir derrière comme revenu. Une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est important de rappeler qu'un PPA, encore une fois, c'est un producteur et un acheteur qui vont avoir des logiques complètement différentes. Le producteur, lui, il a une logique d'investissement en infrastructure, c'est-à-dire qu'il doit présenter un projet auprès de ses financeurs, qu'il doit valider, et donc derrière, il va faire des hypothèses de par toutes les contraintes qu'il a, de prix de vente de l'électricité, et donc ça va être son axe majeur de négociation. Un acheteur, lui, il va avoir plusieurs leviers possible de réflexion et de prise de décision. Alors le plus simple, c'est l'économique, évidemment, de se dire finalement, aujourd'hui j'ai un prix de marché qui attend, combien le PPA peut me proposer. Il y a un hedging dans la durée, plus ou moins longue encore une fois, selon le projet qu'on va mettre en face. Il y a un autre sujet, c'est la décarbonation, évidemment, parce que qui dit producteur renouvelable dit électricité renouvelable, dit donc décarbonation pour l'acheteur final. Et puis on a vu émerger aussi d'autres volontés, par exemple la localité d'un projet. On a vu des acheteurs qui voulaient absolument des projets qui étaient à proximité de chez eux et qui étaient prêts finalement à payer des prix peut-être plus élevés parce qu'il y avait une complexité dans le sourcing du projet. Quoi qu'il en soit, et je laisserai la main à Alexis là-dessus, je pense qu'il est extrêmement important de retenir qu'aujourd'hui, si un acheteur a une réflexion de mise en place d'un PPA, il faut que dès le début, il intègre un fournisseur ou un acteur de marché dans la consultation et dans la réflexion de la mise en place du projet, parce que ça n'est pas si simple que ça d'un point de vue réconciliation de la production. Merci Hubert. Bonjour à tous. En complément de ce que vient de dire Hubert, il y a plusieurs types de PPA. Donc on a parlé de la durée. Il y a également la technologie, selon que l'actif soit solaire, éolien, hydraulique, peut-être biomasse. Et puis aussi la structure selon laquelle la production va être agrégée. On peut parler de PS produced, où en gros toute l'intermittence va se déverser dans le périmètre de responsabilité d'équilibre de l'acheteur, ou PS nominated, ou voir les PPA complètement transformés qui se déversent en baseload dans le périmètre de consommation. Tout ça pour dire que, alors heureusement on n'a pas prononcé le mot prix, mais le prix d'un PPA, si on n'a pas parlé de la durée de l'actif et de la structure, ça va absolument rien dire. Et puis on a parlé aussi des acteurs qui interviennent dans un PPA. Donc on a parlé de l'acheteur et du producteur. Il y a un troisième acheteur potentiellement qui est l'agrégateur. L'agrégateur étant celui qui va transformer, ou recevoir l'électricité produite par l'actif, alors soit pour lui-même s'il est également fournisseur, soit pour la transformer et la renvoyer dans le périmètre d'équilibre du fournisseur, du consommateur. Là aussi, il y a plusieurs façons de faire. Alors, chez Voltaire, on va défendre le modèle agrégateur-fournisseur, puisqu'on a les deux activités, ce qui permet d'avoir une contractualisation simple avec un seul acteur, là où d'autres préféreront peut-être avoir un agrégateur d'un côté et un fournisseur de l'autre, mais ça implique d'avoir deux contrats séparés. Dans tous les cas, après on en parlera après, mais quand on parle de PPA, il faut tout de suite penser fourniture, parce que signer un PPA, c'est bien. Savoir comment on va l'intégrer demain dans sa fourniture, c'est un autre enjeu, et c'est bien d'avoir anticipé l'intégration dans la fourniture dès la négociation du PPA, mais on y reviendra. Mais avant de voir ces problématiques particulières, je vais passer la parole à M. Béneux. Vous allez peut-être nous
nous dresser, avant de nous faire part de votre expérience, la situation du marché telle que vous la percevez aujourd'hui? Alors, la situation, elle se résume simplement par le fait qu'il y a eu une euphorie, je pense, pendant un certain temps. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est plutôt mature, qui s'adresse surtout aux grands acteurs et qui demande à se développer. Comme ça, mieux que ça, comme ça. Il y a un petit, je sais pas s'il a. Là, il y a un retour, c'est ça? Ouais, il y a un... Ouais, c'est ma voix. Hein? Voilà, comme ça, là. Voilà. Ouais, je sais, merci. Donc, on a ce phénomène d'euphorie, en effet, qui s'est créé pendant un certain temps. Et moi, je suis arrivé dans cette période-là. Et il a fallu, à un moment donné, se mettre dans une situation un peu de moratoire et de se poser pour voir un petit peu ce qui se passait un petit peu sur les marchés. Une euphorie prix, déjà. Oui, maintenant, je perds ma voix. Une euphorie prix avec des montants de PPA que je n'avais pas connus avant crise, puisque avant crise, beaucoup de fournisseurs venaient nous voir pour justement nous proposer ces PPA. Et à l'époque, bon, le marché était à 40, 50 euros, personne s'y intéressait. Pendant crise, ça a eu beaucoup de sens. Mais après crise, on s'est rendu compte qu'il y a eu un échange entre offre et demande où, sous le couvert d'une demande accrue, les offres qui étaient présentes étaient au-dessus du marché. Donc il y a eu je pense, cette désaccélération des intérêts pour les corporate PPA, qui pourtant est un outil qui pour moi est très important pour la fourniture énergétique. Aujourd'hui, le groupe Vendée Mousquetaire, c'est 12 à 14% de sa fourniture d'énergie qui est couvert en corporate PPA. Il faut aussi tenir compte de la diversification des outils, puisqu'il y a eu beaucoup d'euphorie autour du photovoltaïque. Mais sachez qu'il y a plein d'autres outils qui permettent aujourd'hui de diversifier son portefeuille de corporate PPA. Et ça, c'est important. Voilà. Donc le marché aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses. Il y a un ralentissement qui est, je pense, est lié aussi à un contexte réglementaire autour de l'ARENH, autour de l'énergie nucléaire. Ça, je pense que tout le monde en a conscience. Mais c'est aussi sur l'offre et la demande qui est un peu, je pense, déséquilibrée. Voilà. Ça, c'est deux sujets qui, pour moi, il faut vraiment faire attention. Monsieur Proust, vous avez un complément peut-être ? Juste un mot. Du côté des collectivités locales, il n'y a pas eu un effet d'euphorie, mais il y a peut-être eu une sorte d'effet d'aubaine et il fallait dissiper quelques malentendus parce que quand les PPA sont arrivés, on sortait d'une crise de prix folle et les collectivités ont imaginé plusieurs choses qui étaient fausses. La première, c'était que le PPA, ça allait être la stabilité des prix. J'allais acheter au même prix pendant 20 ans et j'étais sauvé. Je ne m'explosais plus au marché. Donc, quand on voyait un élu, il fallait lui expliquer que ce n'était pas exactement ça. La deuxième hypothèse qui pouvait se révéler fausse, c'était de dire « je vais acheter à côté de chez moi et ça va être formidable ». Et ça ne fonctionnait pas forcément comme ça, puisque la commande publique, les marchés publics ne sont pas faits pour forcément acheter à côté de chez soi, mais pour mettre en concurrence. Et ce qui fait qu'il a fallu dissiper ça, donc il y a eu un effet d'apprentissage, et à ce moment-là, les règles n'étaient pas adaptées aux collectivités locales, seulement la loi APER en mars 2023, qui en cassant le blocage de la durée d'achat de 7 ans et en l'étendant au-delà, a permis aux collectivités de se dire on va pouvoir faire des PPA au-delà du brownfield et éventuellement tenter du greenfield. Oui, tout à fait. Merci pour cet éclairage. On reviendra un peu plus longuement tout à l'heure sur les problématiques particulières aux collectivités publiques. Par rapport à ce marché un peu plus complexe, ou en tout cas un peu plus mature, côté fournisseurs, producteurs, des offres se développent, notamment pour faire face aux contraintes et aux complexités que peuvent notamment être les prix négatifs ou ce que mentionnait M. Buonanni, c'est-à-dire l'intégration dans les contrats de fourniture. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous souhaitez exposer sur ces deux thématiques plus particulièrement ? Ce qu'on observe en ce moment, on se rend compte que tous les PPA qui ont été négociés un petit peu en catastrophe pendant la crise, on va dire en 2022-2023, le temps que ça se négocie, que ça se construise, on arrive à l'horizon temps de la mise en service et du questionnement au fait comment est-ce que ça va s'articuler avec mon contrat de fourniture. Et c'est là qu'on découvre que tout ce qu'on a négocié en urgence pendant la crise, il faut le clarifier maintenant. Donc la question des prix négatifs, en 2022, on n'y pensait pas. Et quand on parle de complément de fourniture, si selon qu'il soit prévu que la centrale s'arrête ou pas,
ça n'a pas la même incidence sur le prix de la fourniture du complément. De la même façon, le consommateur n'était pas forcément en position de négocier le meilleur taux de disponibilité de la centrale. Et finalement, tout ce qui a été on va dire, relativement souple dans le PPA, ça va se traduire par des surcoûts en fourniture, parce que c'est la flexibilité supplémentaire que demandait aux fournisseurs de compléments. Et donc, finalement, c'est la renégociation des contrats de fourniture qui peut exposer finalement tout ce à quoi on n'aura pas pensé au moment de la contractualisation du PPA. Donc, un des conseils, c'est penser dès la signature de son PPA aux clauses qui vont être importantes pour l'intégration dans la fourniture. Donc, j'ai parlé de prix négatif, j'ai parlé de clause de disponibilité. Et puis, on sait très bien qu'il y aura encore d'autres sujets auxquels on n'aura pas pensé. Ce sera peut-être les C2E, ce sera peut-être la délégation de paiement, ce sera peut-être l'autorisation de fourniture. La réglementation est toujours très innovante. Et donc, se mettre en position aussi de choisir demain un fournisseur qui est prêt à accompagner, qui sera conciliant, parce que tout n'est pas écrit aujourd'hui ni gravé dans le marbre. Et donc, c'est le rôle des fournisseurs d'accompagner les clients qui souhaitent s'engager dans la transition énergétique. Et puis, j'en profite. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le sujet, on vient de publier un livre blanc chez Voltaire, donc passez nous voir. On a plein de choses à dire et vous pourrez partir avec un petit livre blanc qui se trouve sur notre stand. Alors Green Access n'a pas de livre blanc, mais nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, le producteur, le marché tel qu'il est, n'est pas à son avantage, quoi qu'il en soit. Donc en fait, les complexités que l'acheteur peut rencontrer, elles existent aussi chez le producteur. Parce que le producteur, il n'a pas d'intérêt à s'arrêter pendant les heures de prix négatif, et ça n'a pas d'avantage pour lui, mais il comprend bien que son acheteur, lui, ça ne l'avantage pas non plus que ça produise. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen et un accord, de faire en sorte à ce qu'en optimisant le coût de fourniture et d'intégration, on fasse un arrêt de production sur les heures de prix négatif, puisque ça bénéficie à tout le monde, mais qui est quand même une compensation pour le producteur. Parce que le risque, c'est que j'en reviens à cette logique d'investissement côté producteur. Si lui, il perd, l'année dernière, on était à 354 heures de prix négatif. Cette année, on est à la moitié de l'année, on a déjà dépassé ce seuil-là, donc il est fort à parier qu'on arrive sur des records historiques, et ça pendant encore 3, 4, 5 ans minimum, le temps que le réseau se stabilise. En fait, si on n'anticipe pas ça dans le contrat, le risque, c'est que le producteur fasse logiquement monter son prix et que en fait, le PPA devienne insignable. Donc l'objectif, c'est de se mettre autour de la table, comprendre les contraintes des uns et des autres, et de se mettre d'accord sur ce sujet des prix négatifs. Il y a un vrai point aussi du côté des producteurs, c'est que, et je terminerai sur ces 2 points-là pour cette partie-là, le premier, c'est l'hybridation des sites. Aujourd'hui, les producteurs ont conscience qu'ils doivent devenir énergéticiens et donc travailler leur courbe de production, que ce soit par du servicing avec un partenariat avec un acteur de marché, un agrégateur, ou éventuellement la mise en place de batteries qui permettent de venir faire des nouvelles sources de rémunération et du décalage aussi de courbe de production. Et il y a un point aussi important, c'est qu'il faut savoir que la politique française est mouvante pour tout le monde, et les producteurs en sont les premiers à faire aujourd'hui les frais, parce qu'il y a un développement de nouveaux projets d'énergie renouvelable qui se tend aujourd'hui sur le marché français. On voit qu'il y a une volonté de réduction des tailles de projets, et donc qui dit projet plus petit dit potentiellement LCOE un peu plus élevé, et il y a aujourd'hui de vraies difficultés dans le raccordement au réseau. Et il faut savoir que c'est un poste de dépense qui pèse énormément sur le coût d'un projet. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que en fait, petit à petit, si la tendance se confirme, les prix risquent de continuer à augmenter au niveau des LCOE producteurs. Alors ça, c'est pour les projets futurs, mais pour les projets actuels, enfin qui tournent même, Monsieur Besneau, quel est le retour d'expérience des mousquetaires ? Je suis heureux que les fournisseurs et les producteurs aient conscience de nos problématiques. En effet, il y a un phénomène de renégociation aujourd'hui de nos contrats. Il y a même un changement radical de stratégie, parce que le sujet aujourd'hui dans notre portefeuille, c'est on garde ou on ne garde pas. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Dans le phénomène d'euphorie, on a peut-être trop acheté sur certains outils de production. Donc, qu'est-ce qu'on en fait demain ? On parlait tout à l'heure aussi de clauses de revoyure. Il y a les formules d'indexation qui, au départ, étaient un peu, on va dire, noyées dans l'ensemble du contrat, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est des choses qu'il faut absolument revoir.
Moi, sur la partie retour d'expérience, ce que j'ai à dire, c'est ce mix énergétique doit tenir compte aussi des nouveaux investissements qui n'existent pas aujourd'hui. On parlait de biométhane, on parle d'hydrogène. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui aussi. Tout à l'heure, dans la salle, j'ai croisé des gens qui me parlaient déjà de déchets. Donc, comment pouvoir, on va dire, faire un côté vertueux aussi autour de tout ça. Donc, comment on intègre ces nouveaux outils? Est-ce que les fournisseurs sont prêts? Moi, j'ai des fournisseurs qui nous ont dit, Monsieur Beneux, le groupe On est mousquetaire, c'est très compliqué. Très compliqué parce qu'en plus, vous êtes multi-sites. Donc, c'est 7000 points de livraison à facturer tous les mois. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui sont aujourd'hui capables de le faire. D'ailleurs, je pense qu'ils sont dans la salle, ceux qui nous accompagnent sur les sujets. C'est compliqué. Voilà. En plus, derrière, vous mettez un contrat block and spot pour combler le tout. Parce que c'est ça aussi, le changement de stratégie d'approvisionnement. Tout à l'heure, vous parlez du bon contrat. Pour moi, aujourd'hui, le bon contrat qui accompagne le corporate PPA, c'est le block and spot. Je ne vois pas autrement pouvoir travailler différemment. Alors, on sourit, on en a discuté à plusieurs reprises, mais voilà, pour moi, c'est le contrat qui offre le plus de flexibilité, en tout cas, à l'acheteur. Donc, retour d'expérience, c'est ça. Voilà, c'est en effet un bon contrat de fourniture avec le bon fournisseur, avoir un bon agrégateur qui nous écoute, un bon producteur qui est capable de revoir son contrat de corporate PPA qui a été signé il y a quelques années et qui aujourd'hui ne correspond plus à l'arrêté, donc les clauses de prix négatifs. Voilà, c'est ça. Sans oublier les impacts sur la facture. Parce qu'en fait, moi j'ai 3500 clients finalement, j'ai 3500 adhérents, et je leur expliquais quel est l'impact sur leur facture. Ils avaient l'habitude de voir des factures quand même assez simples, et la complexité d'intégration de tous ces outils dans une facture, la lecture n'est pas simple. Donc ça apporte aussi beaucoup de pédagogie à apporter auprès de gens qui ne sont pas au fait, comme nous, aujourd'hui dans cette salle, des différents sujets. Donc beaucoup de réunions en perspective pour expliquer ce que c'est. Je pourrais parler pendant des heures. De toute façon. Et puis le dernier sujet pour moi qui est important, et après je passerai la parole, c'est ça, il faut que je passe la parole à un moment donné, c'est ça. Tout à fait. Le raccordement réseau, on en a parlé. Ouais, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui est bloquant. Moi, je l'ai vécu sur un sujet agrivoltaïque. Voilà. Donc, là, ça ne dépend pas de nous. Et ça va vraiment devenir très, très bloquant, surtout que dans le cadre de la loi APER, tout à l'heure, tu en parlais, on a de gros sujets d'interconnexion réseau. Et je ne pense pas que le réseau soit capable de nous accompagner sur tous ces sujets-là aujourd'hui. Voilà. C'est mon constat, en tout cas. Merci, M. Beneux. Alors, un autre retour d'expérience sur une thématique qui fait beaucoup parler, mais on cherche à savoir, c'est le PPA multi-acheteur. Madame Leclerc, que pouvez-vous nous en dire? Merci. Alors, chez LCL, puisque du coup, je vais parler au nom de LCL, on est plusieurs à s'intéresser aux multi-acheteurs. J'ai Voltaire avec Nouvelle-Aquitaine. Nous, chez LCL, en fait, la volonté déjà... l'origine du développement des PPA chez LCL est liée en fait à la volonté d'accompagner les clients entreprises LCL sur leurs enjeux extra-financiers, vraiment liés en fait ces deux parties financières extra-financières. Et dans le cadre de l'accompagnement extra-financier, on est allé assez loin puisqu'on a co-construit avec nos partenaires une solution de PPA multi-acheteurs. On a eu une première expérience en 2021, donc avant la crise, avec Voltalia, sur un parc solaire. Et on a profité de cette expérience, si je peux dire ça comme cela, pour se rendre compte qu'il fallait faire très attention au risque de recours en fait, en France, parce qu'on a un sujet d'acceptabilité avec les ENR. Donc du coup, notre premier contrat s'est signé. Cependant, le projet n'est pas sorti. On laisse passer la crise. En 2023, notre COMEX relance l'idée du PPA multi-acheteur avec la volonté toujours d'accompagner nos clients qui sont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Puisqu'aujourd'hui, en fait, le PPA, il est surtout réservé aux grands corporates qui peuvent réserver des parcs pour leurs propres besoins. Nos ETI, nos clients ne peuvent pas réserver des parcs entiers pour leurs propres besoins. Notre conseil, c'est de ne pas positionner plus de 30% de sa conso sur du PPA puisqu'on est sur des solutions long terme. Donc aujourd'hui, nous, on a réservé de nouveau un parc avec notre partenaire Energy-Team, dans l'éolien, dans la Somme. Et on distribue ce parc à plusieurs de nos clients. Donc on a qualifié en fait un portefeuille client qui correspond aux produits PPA, des clients qui consomment suffisamment d'énergie sans être pour autant des énergo-intensifs au sens stricto sensu que nous l'entendons
ici. Donc nous, en fait, nous avons nos clients qui consomment suffisamment d'énergie, qui sont intéressés par les sujets de décarbonation, qui souhaitent se couvrir sur un prix par rapport à un marché très volatile de l'énergie et de l'électricité en France, qui souhaitent se couvrir par rapport à la fin de l'Arenh. Et donc, nous proposons à cet ensemble de clients, à un pool d'acheteurs, de prendre un bout du parc. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, on doit résoudre exactement les mêmes problèmes que pour les grands corporates. Cependant, la plupart de nos clients ne sont pas en bloc plus spot. Donc, on doit résoudre en fait des sujets d'intégration dans les contrats de fourniture. On doit évidemment parler à toutes les parties prenantes. Je pense ici, par exemple, à l'agrégateur. Et on a vraiment souhaité offrir une solution clé en main à nos clients. Et donc, c'est ce que nous distribuons aujourd'hui. Et c'est assez bien reçu. On devrait finaliser l'opération d'ici quelques mois. Et avec chaque client peut conserver son fournisseur ou passage à un seul fournisseur? Alors, dans la solution que nous proposons chez LCL, nous avons laissé les clients libres de garder leur fournisseur, ce qui n'a pas rendu l'opération très simple, parce qu'il y a le sujet du complément de fourniture, il y a des fournisseurs qui acceptent plus ou moins d'intégrer des PPA. Quand on a cliqué ses volumes, il faut un fournisseur qui soit d'accord pour décliquer son volume si on intègre le PPA dans un espace-temps assez réduit. Nous, sur l'opération énergétique, un de nos critères pour sélectionner ce développeur et le parc sur lequel nous nous sommes positionnés a été de sélectionner un parc dérisqué. Quand je dis dérisqué, ça veut dire purgé de tout recours et raccordé. Donc aujourd'hui, en effet, le parc que nous distribuons est mis en service. En fait, il a été mis en service récemment. Du coup, il n'y a aucun risque. C'est une opération dérisquée et clé en main pour nos clients. Merci. Jean-Marc Proust, côté collectivité, quel est le retour d'expérience actuel ? Alors, on est dans une problématique assez similaire puisque c'est généralement du multisite et les collectivités vont faire des PPA dans le cadre de ce qu'on appelle des groupements de commandes, que ce soit à l'échelle métropolitaine ou départementale. Il doit y avoir une soixantaine de groupements de commandes dans le territoire français. Et on a un cadre juridique assez stabilisé. Alors, le multisite, évidemment, ça pose question. Quand vous avez un groupement de commandes qui réunit à peu près toutes les communes du département, le conseil départemental, des EHPAD, des écoles... Et si vous lancez un appel aux bonnes volontés, vous risquez de vous retrouver avec des profils de consommation qui ne vont pas forcément être les plus intéressants pour un PPA. Donc, la logique va être plutôt de se dire, on va lancer un appel à candidature pour faire des PPA, en essayant de sélectionner des profils de consommation qui vont être les plus propres par rapport au PPA. Donc ça va être des sites ou des utilisateurs dont la consommation est très prévisible, par exemple un tramway, par une station d'épuration, ou éventuellement, de manière un peu plus complexe, des sites comme des bornes de recharge pour véhicules électriques, où on peut imaginer qu'il peut y avoir une forme de flexibilité. Par exemple, quand il y a des prix négatifs, il y a quelqu'un qui m'a dit à ce moment-là, on va lancer des promos pour la recharge pour que les gens puissent venir consommer au moment où il y a des difficultés et donc résoudre ce type de tension. En revanche, il y a des sites qui vont être beaucoup plus compliqués à intégrer dans le cadre d'un PPA. Ça va être par exemple tout ce qui est enseignement scolaire où la consommation estivale, par exemple, tombe quasiment à zéro et donc face à de la consommation photovoltaïque, ça ne collera pas. Et puis des sites où la flexibilité pose question. Si vous avez des EHPAD, vous n'allez pas leur couper le chauffage ou la climatisation l'été. Donc il faut vraiment avoir ces paramètres en tête, ce qui fait qu'aujourd'hui, le retour d'expérience est quand même assez limité. À ma connaissance, il y a une dizaine d'ailleurs on dit des CADER pour les collectivités, une dizaine de CADER, soit en cours, soit en projet, et peut-être une dizaine d'autres en réflexion, mais réflexion assez faible. Et ils ont des modèles relativement différents. Alors, dans un atelier suivant, il y a Nantes Métropole et Territoire d'énergie 44 qui vont parler, c'est sûrement parmi les plus avancés. Et eux, ils ont simplement sélectionné 7 sites. Donc vraiment, ils ont fait un CADER très spécifique, alors que potentiellement, ils ont quelque chose comme plusieurs centaines de consommateurs. Une fois que vous avez sélectionné votre consommation, évidemment, vous prenez la démarche suivante, qu'elle est de faire du sourcing auprès des producteurs. Et là, même aujourd'hui, ça commence à être un peu plus connu, il faut quand même aller les voir et leur expliquer ce que c'est que la commande publique. C'est-à-dire, quand vous négociez avec le privé, ça peut être un bras de fer un peu douloureux sur les prix, les conditions, les actifs, mais une fois que vous avez topé, vous avez topé. Dans la commande publique, vous allez devoir passer par un appel d'offres, il faudra fournir les pièces, répondre au bon moment, et vous n'êtes même pas sûr d'être sélectionné. Cela dit, par-delà ces difficultés, les acheteurs publics ont quand même des atouts à faire valoir pour des producteurs. C'est qu'à la différence des acteurs privés, dans 20 ans, ils seront toujours là et vous avez la certitude d'être payé. Donc,
il y a quand même cet avantage qui fait que le dialogue avec les producteurs est plutôt fructueux. Ensuite, il y a le dialogue avec les fournisseurs. Et depuis que je participe à des conférences énergie, ça doit faire maintenant une bonne vingtaine d'années, c'est la première fois que j'ai entendu dire du bien des fournisseurs. Les collectivités m'ont dit, on discute avec eux, ils ne sont pas tous parfaits, mais ils sont plutôt à l'écoute, et en tout cas, ils répondent. Donc on va voir ce qui se passe, parce qu'il y a encore quelques appels d'offres qui vont sortir dans les prochains mois. Mais le dialogue avec les fournisseurs est plutôt fructueux, d'autant plus que c'est des fructueurs qui ont l'habitude de la commande publique dans le cadre de ces groupements de commandes, et qui se disent, OK, il y a l'actif CADER à intégrer, mais il y a cette volonté de répondre. Donc, je dirais que l'expérience des collectivités locales est relativement faible par rapport aux acteurs privés. C'est du multisite, c'est des petits volumes, on est encore dans la phase d'apprentissage. Il n'y a pas que du brownfield, il commence à y avoir du greenfield. Ça veut dire qu'une fois qu'on est lancé, on se dit qu'on peut franchir une étape supplémentaire. On n'est pas uniquement dans la pédagogie, on va être vraiment dans une stratégie d'achat, d'intégration à la fourniture à long terme. Merci. Alors, par rapport à ces nouveaux acteurs, mais qui ne sont pas... Il n'y a pas que les collectivités publiques qui sont susceptibles d'être intéressées par les PPA. Quels sont les développements que vous mettez en œuvre chez Voltaire ou les conseils que vous pouvez prodiguer côté Green Access? Alors, on a parlé des ETI, mais avant, je vais rebondir sur ce que disait M. Beneux. Donc, en effet, le spot, c'est plus simple. Une offre en fourniture en bloc plus spot, c'est plus simple pour intégrer un PPA PS Produced. Néanmoins, ça n'est pas la seule option possible parce que tous les clients n'ont pas vocation ou la volonté de s'exposer au spot. Et donc, on est capable d'intégrer même du PS Produced dans des offres à prix fixe, dans des offres à clic, y compris sur un grand multisite. Je pense à un opérateur télécom avec plusieurs centaines, voire milliers de sites. On sait le faire. Je voulais rebondir aussi sur pour approfondir la question des ETI, qui est un petit peu la nouvelle frontière pour les PPA, parce que les grands clients n'ont peut-être plus beaucoup d'appétit pour les PPA, où ils ont été énormément démarchés ces dernières années, et donc les clients et les plus petits clients étaient peut-être un petit peu délaissés, en tout cas n'étaient pas la priorité des producteurs. Ça peut aussi être pour des questions de bancabilité. On se rend compte maintenant que finalement les clients qui ont la propension et l'appétit pour ce genre de pays, de produits, c'est notamment les ETI. Et donc je peux parler du groupement des ETI de Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est une information qui est publique. Donc ils ont contracté collectivement un PPA sous l'impulsion de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a joué le rôle de facilitateur, d'entremetteur avec les producteurs locaux. Et puis est arrivée la question de comment intégrer ça dans un contrat de fourniture. Alors là, donc chez Voltaire, on s'est positionné. Alors, ce n'était pas une obligation d'avoir le même fournisseur. Ça aurait pu marcher avec plein de fournisseurs. Il se trouve que 8 sur 9 ont choisi Voltaire. Donc, à la rigueur, c'est mieux que si ça avait été la totalité. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Et là encore, ce qui a fait la différence, c'est la capacité de proposer un produit simple, accessible aux ETI qui n'ont pas forcément la connaissance des grands acheteurs pour négocier ce type de produit. Parmi les autres tendances, donc on a parlé des multi-acheteurs. Donc il y a les multi-acheteurs, on va dire, directs. Ça peut être sous l'impulsion de LCL, mais on voit arriver les multi-acheteurs intermédiaires, où là le fournisseur peut jouer le rôle de tampon entre un utility PPA et en back-to-back avec des contrats de fourniture sur les mêmes durées, les mêmes clauses de prix et un système de traçabilité, quel qu'il soit, pour assurer en tout cas pour que l'acheteur puisse être convaincu que c'est bien l'électricité qu'il a négociée avec les producteurs qui se retrouvent dans ce PPA intermédiaire. On a également les PPA multiproducteurs, et là on peut signaler
l'initiative alors d'un confrère qui est Boralex, qui s'est illustré par finalement un produit foisonné éolien PV qui est intéressant, puisque ça permet d'aplatir la courbe de charge et donc d'améliorer le taux de couverture potentiel dans les consommations des clients. Et puis enfin, l'étape d'après, et c'est ce qu'on souhaite collectivement pour maximiser, favoriser l'essor des PPA, ça va être le pilotage des consommations. On pense notamment au solaire, comment on fait pour déplacer des usages vers les heures solaires. Alors on pense à certaines collectivités qui peuvent piloter certains usages, ça peut être le chauffage d'une piscine, ça peut être... voilà. Donc il n'y a pas que les supermarchés qui peuvent piloter les usages. Même chez les collectivités, on peut piloter des usages et c'est bienvenu. Je compléterai en indiquant qu'il y a quand même pas mal de signaux qui se présentent aujourd'hui pour deviner le futur du marché du PPA. Je pense que du côté du producteur, c'est comprendre que l'État commence à demander à la filière de se professionnaliser, on va dire ça comme ça, et donc de sortir du soutien qu'on peut lui apporter via les appels d'offres publics. La CRE a fait part récemment d'une note où enfin ils formalisent un peu publiquement leurs ambitions de niveau de production renouvelable à mettre à disposition d'acheteurs directs. Il y a le fait qu'aujourd'hui, les gros consommateurs se sont déjà beaucoup couverts. Et donc, si on veut continuer à les aider à se couvrir, nous, en tant que producteurs, il faut soit qu'on structure notre consommation, enfin notre production avec du servicing avec des acteurs de marché, soit qu'on soit capable de proposer du foisonnement technologique et donc de venir, comme l'évoquait Alexis, apporter un bandeau qui vient plus facilement s'intégrer dans la consommation. Et puis il y a ces PME ETI qui aujourd'hui ne sont pas positionnés ou peu positionnés sur ce type de contrat-là, qui vont poser des problématiques un peu différentes, puisque potentiellement, ils vont être capables de prendre des contrats un peu plus simples à négocier, parce qu'ils n'ont pas encore de couverture. Il faudra juste des puissances qui soient adaptées et des niveaux de productibles qui soient adaptés à leur consommation. Mais ça va poser un vrai sujet du côté du producteur, c'est la bancabilité finalement de son acheteur, parce que quand on parle au groupement Mousquetaire, il y a un joli tampon. Quand on va voir une petite entreprise locale de Savoie, potentiellement la banque va avoir un peu plus de questions. Et ça, la BPI aussi l'a montré. Ils ont commencé à élargir leur fonds de soutien à destination des PPA en élargissant le champ d'action en termes de volume de transactions. Peut-être que demain, ils vont l'ouvrir à d'autres secteurs d'activité que l'industrie. Toujours est-il qu'on comprend que ce type de contrat-là va être de plus en plus présent dans le futur et que, en revanche, tous les acteurs doivent monter en compétences et que les producteurs doivent être capables de proposer des produits structurés et de bien comprendre leurs besoins. Et un dernier retour d'expérience avant de laisser la main pour la suite, c'est penser quand vous négociez un PPA à bien distinguer les différents blocs. Alexis l'a mentionné, il y a le niveau de disponibilité, la gestion des prix négatifs. Tout ça, ça va se lier et ça sera lié au prix, au LCOE, au prix de votre électron. Mais je pense qu'il faut bien négocier ce prix-là et distinguer de ça la négociation du servicing de votre contrat. C'est-à-dire finalement qui prend quoi à sa charge, pour quelle courbe de production, pour quelle courbe de consommation. Et ça, c'est un vrai sujet parce que vous avez deux horizons de négociation. Votre LCOE, il peut être sur 10, 15, 20 ans. Votre servicing, généralement, ça va être sur 2, 3, 4, 5 ans, grand maximum. Donc ça, c'est des points qu'il faut vraiment voir maintenant parce que le producteur du jour de la signature du PPA ne sera peut-être pas le producteur 6 ou 7 ans plus tard. Et donc, il faudra bien avoir défini les conditions contractuelles pour être sûr de ne pas se retrouver dans une impasse avec un contrat qui pourrait être pénalisant pour l'une ou l'autre des contreparties. Merci pour ces précisions. Vous évoquez les évolutions exogènes, typiquement la position de la CRE par rapport au mécanisme de soutien aux producteurs d'énergie renouvelable. Je crois que Mme Leclerc et M. Proust, vous vouliez nous alerter également sur des évolutions réglementaires qui pourraient impacter les PPA à l'avenir. Je vous laisse la parole. En effet, donc tout à fait aligné sur l'intérêt des développeurs de s'orienter plus désormais sur les PPA en anticipant du coup les appels d'offres creux qui peuvent évoluer plutôt à la baisse en fait pour eux. Or, c'était un marché en France qui était quand même très très appel d'offres creux en fait, le marché des développeurs. Donc c'est une vraie transformation. Nous, chez LCL, donc on a la volonté d'accompagner les ETI sur les PPA. On leur offre
leur propose la garantie, qui est une garantie à première demande, afin que le risque de contrepartie puisse être accepté du côté fournisseur et surtout chez ses prêteurs, du côté développeur et chez ses prêteurs. En termes d'évolution réglementaire, si on ne parle pas du développeur mais du consommateur, je pense que la première, du coup, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la fin de l'Arenh, fin 2025, exposition au marché. Bon, marché où les prix ont baissé depuis l'an dernier pour revenir à des prix plus historiques. Cependant, il y a un risque. Et donc, en fait, il a l'intérêt de se couvrir sur ce risque. Au-delà de la fin de l'Arenh, je pense qu'il y a une volonté affichée à travers les différentes réglementations pour électrifier les usages. Alors, on n'est pas encore au niveau de consommation électrique qu'on anticipait il y a 15 ans. Cependant, en fait, on a cette volonté pour décarboner, d'aller électrifier les usages. Moi, j'ai beaucoup de clients qui investissent sur leur flotte de véhicules électriques ou encore d'autres qui passent leur four à gaz en four élec, donc des vraies transformations. Donc là, on peut avoir une hausse des prix qui sera liée à ces réglementations-là aussi. Je peux parler aussi des sujets ESG et de toutes les entreprises qui étaient soumises à la CSRD, qui le sont un peu moins pour certaines ETI avec la loi Omnibus. Cependant, elles restent engagées dans leur trajectoire SBTI, dans cette volonté de décarbonation, dans des certifications B Corp ou autres EcoVadis. Et donc, en fait, avec la volonté d'aller décarboner leur consommation. Enfin, en tant que banquière, je pense que je peux vous parler des meilleures conditions bancaires qu'on obtient aussi si on affiche en fait cette volonté de décarbonation, et nous pouvons profiter, quand on est engagé sur une trajectoire de décarbonation en tant que client, de taux bonifiés. On parle des financements indexés, des financements fléchés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les banques sont elles-mêmes engagées dans des trajectoires net zéro et donc font profiter leurs clients plus engagés de meilleures conditions. Merci. C'était pas tant une évolution réglementaire qu'un constat, dans le prolongement de la discussion qui a eu lieu en fin de matinée. C'est-à-dire que les collectivités sont comme tout le monde. Elles ont eu tout ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire un cadre réglementaire stabilisé, des prix bas, pas de volatilité, pas d'incertitude. Enfin, vraiment, c'est le monde idéal. En pratique, ce qui se profile, c'est exactement ce qu'on ne voulait pas. Et il va falloir jongler avec. L'Arenh, je pense que s'il était passé à 60 €, 70 €, tout le monde aurait signé volontiers. On est parti dans un système que personne ne maîtrise. Les collectivités ont la charge de groupements de commandes qui représentent des térawattheures, mais des services publics. C'est-à-dire que vous avez les établissements scolaires, vous avez les établissements de santé, vous avez les EHPAD, vous avez les stations d'épuration, enfin tous ces services publics. On a réussi à trouver un cadre à peu près stabilisé. Il n'existe plus, il faut faire avec. Et la priorité des collectivités, c'est la stabilité avant le prix. Alors je ne devrais pas dire ça à côté de personnes qui vendent des cadres. Mais quelque chose de plus stable possible, c'est exactement ce qu'elles cherchent. Ce qui fait que le bloc plus spot ne sera pas forcément ce qu'elles prendront, même si ça coûte un petit peu plus cher. Et si elles n'arrivent pas à faire un CADER, pour différentes raisons, elles se tournent volontiers vers l'autoconsommation collective, ce qui leur permet de stabiliser une partie de leur consommation. Les fournisseurs n'aiment pas trop parce que ça peut aller très vite. On m'a dit qu'il y avait par exemple un projet d'ACC qui s'était fait en quelques mois avec du petit hydro, et c'est quand même une bonne partie de la consommation d'une agglo qui sort d'un marché de 3-4 ans, donc le fournisseur fait un peu la grimace, mais les collectivités continueront dans ce cadre-là. Il se murmure aussi que quand elles sont PMO, personnalité morale organisatrice, il y a des réflexions du côté de la DGEC pour dire qu'il faudrait à terme avoir exercé l'activité de fourniture pour le faire. Ce serait probablement, peut-être pas la mort, mais un coup d'arrêt assez net à l'autoconsommation. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Avant de clôturer les débats, y a-t-il des questions dans la salle ? Je pense qu'on peut en prendre une ou deux, si d'aventure. Je vois un bras qui se lève devant moi. 2 bras. Oui, bonjour. Ça fonctionne ? Oui. Bonjour, Arnaud Chopin, groupe Tessenderlo. Je n'ai pas entendu parler en fait de Net Capture Price et j'aurais voulu savoir en fait quelle était la vision de l'évolution de ce Net Capture Price sur le long terme en fonction du développement de la flexibilité ou des batteries par exemple. Alors, qui prend le point ? Alors, c'est une bonne question.
Pour tout vous dire, aujourd'hui, on a même vu sur les marchés des taux de capture du solaire qui étaient négatifs, puisque en mi-mai, on a eu une semaine entière où le solaire était à moins 9 € du mégawattheure. Donc c'est évidemment une discussion qu'on peut se poser finalement, vous en tant que consommateur, quel est mon intérêt à sécuriser un PPA alors que sur le marché, finalement, ça n'a pas trop de valeur et je vais payer une survaleur. Et je pense qu'on revient justement à ce sujet de gestion des heures de prix négatifs, c'est-à-dire que un producteur peut tout à fait être enclin à se dire je comprends que l'acheteur a un manque à gagner, on va dire ça comme ça, à ne pas bénéficier du marché à un instant T. Moi, en revanche, j'ai une logique d'investissement. Donc, c'est-à-dire que c'est comprendre que vous, potentiellement, quand le marché sera très élevé, moi, je vais vous faire bénéficier d'un prix plus faible. À l'inverse, il faut que vous soyez prêt à éventuellement m'aider, m'accompagner dans la démarche pour que sur des périodes où vous allez bénéficier potentiellement d'un effet de marché, moi je puisse quand même couvrir mon investissement et mon niveau de prix. Si je devais vous faire, alors j'ai pas de boule de cristal, sinon je serais potentiellement pas là, mais si j'avais la réponse, je dirais, je pense que le solaire, en tout cas pour les 2, 3, 4 années qui vont venir, continuera à avoir sa valeur baissée, excusez-moi, et d'où l'intérêt d'agréger différents moyens de production pour vous assurer un bandeau et avoir cette réflexion plus globale en termes de technologie et de prix capturés sur le marché à un instant T. Peut-être pour compléter ce que dit Hubert, tout dépend si on parle de court terme ou de long terme. Donc la boule de cristal, aujourd'hui, il y a des cabinets dont c'est le métier. Alors c'est probablement pas parfait, mais c'est les moins mal placés pour le faire. Et ce sera probablement faux, puisque quand on sait quels sont les ingrédients pour simuler l'équilibre offre-demande sur les 20 prochaines années, il y a la PPE, bien malin de celui qui sait ce qui va sortir. Il y a la réglementation, il y a le développement des usages. Aujourd'hui, personne n'en sait rien. Donc, c'est un pari. Et sur le long terme, on ne sait pas quand aura lieu la prochaine crise. Il faut voir le net capture price comme une donnée de court terme. À long terme, nul ne le sait. On peut juste se dire que c'est probablement faux. Enfin, ce qu'on voit dans les études, c'est probablement faux. Mais c'est ce qui fait consensus, parce qu'il faut bien un consensus pour financer des actifs. Par contre, si on est acheteur, à long terme, il ne faut pas penser qu'à ça, parce que sinon, on ne signe pas. Il faut se dire qu'il y aura plein de scénarios possibles autour de ce scénario, on va dire, central, et voir les PPA plutôt comme un produit assurantiel. Il y avait une deuxième question devant. Je suis navré, je pense qu'on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions. Bonjour, Emmanuel Cyr. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est en fait, il y a un nouveau décret qui est sorti avec l'obligation qu'on a en prix négatif du renouvelable de sécréter, ce qui change pas mal les choses dans les prix de marché, qui change pas mal dans les prévisions pour les fournisseurs. Donc, quand tu fixes un prix, tu as une HFC, tu as une courbe horaire future, puis tout d'un coup, en fait, on te dit finalement, on ne descend plus à moins 50, on s'arrête à 0. Et dans les revenus pour les producteurs, du coup, en fait, c'est les fournisseurs qui doivent compenser, si j'ai bien compris. Il y a des choses avec la creux, si j'ai bien compris, mais il y a aussi des réglementations de gré à gré entre les consommateurs qui, au bout d'un moment, s'il y a trop de prix négatifs, doivent compenser le producteur. Comment vous impactez ça dans vos PPA où, en fait, la réglementation change alors que ce n'était pas prévu que ça change, voilà. La deuxième question, j'en avais 2, puis après je vous redonne la parole. Parce que je suis souvent appelé dans ma société pour me dire est-ce que vous nous trouvez des clients j'ai des gros clients qui cherchent des gros PPA, en général ils se connaissent entre eux, mais des fois j'ai des petits producteurs qui disent est-ce que vous connaissez quelqu'un, mais j'ai quoi, j'ai 1 mégawatt, 2 mégawatts, et donc ça fait quoi, 2 gigawattheures. Et donc là en fait ça intéresse pas les producteurs, ça intéresse pas les fournisseurs, et puis les fournisseurs disent en dessous d'1 mégawatt j'y vais pas, voilà. Et donc, quelle est la taille plus petite, ou c'est peut-être Madame de Crédit Lyonnais qui peut dire nous, on accompagne aussi des PME, des ETI, enfin toutes petites, pas forcément des groupements où il y a 12 000 ETI pour le groupe Crédit Lyonnais. Voilà. Je vais essayer de répondre rapidement, on me donne 2 minutes, et effectivement Gladys sur la partie ETI. Sur la partie gestion des prix négatifs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les producteurs à la creux, depuis maintenant un certain nombre d'années, ont l'obligation de s'arrêter sur les heures de prix négatifs. En compensation de cet arrêt, vous avez une rétribution à une pondération du tarif que vous avez obtenu lors de votre appel d'offres.
Ce qui s'est passé, c'est le gros changement, c'est qu'il y a eu toute une tranche avant la CRE qui était à l'obligation d'achat et qui, elle, n'avait pas cette contrainte d'arrêt sur les heures de prix négatifs. Et en fait, la CRE a dit ça commence à créer un problème sur le marché parce que c'est des volumes quand même qui sont assez importants. Et donc, on a demandé aux producteurs qui sont sur ces régimes-là, maintenant, ils ont l'obligation de s'arrêter sur les heures de prix négatifs. Aujourd'hui, comment un producteur va anticiper ce sujet-là ? Il va prendre son business plan, il va dire, en fait, je vais avoir tant d'heures où je vais tourner à plein pot, tant d'heures où potentiellement je vais être décoté, et donc il va modifier son calcul de LCOE. Donc ce qu'on expliquait, c'est que dans le cadre d'un PPA ou autre, en fait, ça va être une discussion de se dire, si vous souhaitez que je m'arrête en tant qu'acheteur, vous souhaitez que je m'arrête sur les heures de prix négatifs, ça fait que moi j'ai un manque à gagner et potentiellement j'ai une bancabilité de projet qui va diminuer. Donc il y a deux options. Soit vous me compensez une partie du prix que vous répercutez vous à côté sur une offre de fourniture plus compétitive, des choses comme ça. Soit sinon, moi je compte que vous ne me payez rien, mais en fait je vais naturellement augmenter mon LCOE puisqu'il va falloir que je compense ce manque à gagner. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion à avoir entre producteurs et acheteurs sur cette gestion des heures de prix négatifs. Dans le cadre des PPA, il y a beaucoup de négociations qui font que les prix négatifs ont pu déjà être intégrés, notamment avec après des tarifications différenciées par les agrégateurs, tenant compte de la possibilité du coup de sourcer à prix négatif. Donc les PPA peuvent équilibrer la chose. Ouais, moi, ce que j'ai vu pour l'instant, c'est tout ce qu'on a négocié. Enfin, les négociations que j'ai pu avoir, c'est on prend le format de la CRE, on le duplique et tout le monde est d'accord. Et éventuellement, on se met d'accord sur l'indexation. Et sur la partie petit projet, sachez-le, moi aujourd'hui, j'accompagne des producteurs qui, parce que les contrats de soutien et mécanismes de soutien évoluent, ils voient leurs petits projets sur le marché. Et le vrai sujet, alors sur la fourniture, c'est vrai qu'il faut trouver le fournisseur qui est d'accord pour l'intégrer, mais il y a surtout un sujet de LCOE, parce que qui dit petite puissance dit généralement prix d'électricité plus important. Et donc, si l'acheteur est enclin à accepter ce premium qu'il va avoir versus un marché qu'on peut voir aujourd'hui aux alentours des 60 €, il y a des choses qui peuvent se faire. Peut-être pour compléter, parce que je crois qu'il faut qu'on termine. On parlait d'obligation, donc comme on l'a dit, l'obligation c'est que pour les parcs qui sont en mécanisme de soutien. Ceux qui sont en PPA, c'est pas une obligation, sauf que c'est dans l'intérêt de l'un comme l'autre, enfin de l'acheteur comme le producteur, que le producteur s'arrête, quitte ensuite à trouver la bonne compensation pour que tout le monde y trouve son compte, dès lors que le parc est suffisamment grand pour que on puisse installer le contrôle à distance et que on puisse opérer à distance, arrêter à distance à prix raisonnable. Merci beaucoup, merci à tous. On va clôturer les discussions et si vous voulez échanger à nouveau ou poursuivre la discussion, il y aura une pause, je crois, après la prochaine séance. Merci encore.